C'est la nuit, il pleut. Ça se rafraîchit drôlement. L'automne nous tombe dessus, mais bon, ça fait pas bien mal. C'est la rentrée, les enfants ont repris, comme on dit, les grands aussi, pour la plupart. Et Paris aussi, son rythme habituel loin de ses allures alanguies du mois d'août. C'est la nuit, il pleut, ça s'est drôlement rafraîchi ces derniers jours. Le bruit des voitures fait comme un bruit de fond qu'on n'entendrait plus à force. Les phares et en dessous la boue qui éclabousse. Plus grand-chose de sec. Le bruit, on s'en fout. De toute façon, impossible de dormir vraiment ici. La pluie s'infiltre partout, mouille tout, moisit tout. Je glisse le premier billet dans la plus petite tente. Je sais qu'il y a un bébé de 6 jours qui y dort. Autant qu'on peut dormir ici dans cette petite tente minuscule, avec les phares, le bruit, la boue, avec sa mère, son petit frère, son père. Je les connais. La femme, jeune, aux yeux gris, très beau, grand sourire une fois et tout s'illumine. Le petit, aux boucles blondes et sales à force, avec des croûtes qui saignent sur le cuir chevelu que sa mère m'a montré. Le père, qui m'a demandé dimanche, en restant le plus droit possible, de l'argent pour qu'il puisse les emmener une nuit à l'hôtel, au Formule 1, juste à côté, parce que là, vraiment, sous la pluie. Une autre petite fille sort en pleurant de la tente. Elle doit avoir dans les 2 ans. Elle pleure en s'accrochant à sa mère, celle-là qui tient le bébé et qui me supplie de lui payer l'hôtel à elle aussi et à son bébé. La petite fille a le visage sale, noir de boue. C'est une petite fille. Elle ressemble à ma fille à son âge, elle ressemble à n'importe quelle petite fille et elle pleure. Ou plutôt, en fait, elle hurle, parce que le bruit des voitures, parce que la boue, le froid, les habits et les sacs de couchage trempés, la saleté, parce que tout ce qui a été traversé avant pour arriver jusque-là, parce que la guerre avant, les horreurs, parce qu'aussi tout ce qu'on a laissé derrière soi, sa vie, sa maison, son histoire, les êtres aimés, les camarades, les jeux, pour arriver là, au pied de ce périphérique, à Paris, dans la plus belle ville du monde, comme on dit dans les films, pour arriver là, dans la boue, le froid, la pluie, les flics qui tournent au loin, et les gens pressés qui passent en détournant la tête, ou bien en jetant un œil curieux, filant 1 € avant de refermer vite sa vitre. J'explique à la mère qui tient son enfant contre elle sous la pluie, avec la petite fille accrochée à sa robe, toujours hurlant. Je lui explique à cette femme, devant ses 2 enfants, que je n'ai pas assez d'argent, que je ne peux pas donner plus. J'explique que je ne peux pas plus. Je sais bien sûr que je peux plus. Nous pouvons tous plus. Et pour me réconforter un peu, me dire que je ne suis pas complètement du côté des salauds, je pense à ces connes qui tiennent des propos racistes contre les migrants en posant sur leur photo de profil avec leur putain de caniche bien gras et bien nourri, dont le toilettage doit coûter à lui seul 2 nuits de Formule 1 pour 2 familles. Tu parles d'un réconfort, la conne aux caniches. C'est la nuit, il pleut à verse. Sous l'ampoule de la cuisine, j'écris ça. Pour qui voudra bien entendre et aller un peu là-bas apporter du soutien, du fric, un toit, une salle de bain, un coup de main administratif, du café chaud, des couches, ce que tu pourras, mais par pitié, vas-y. Parce que sinon, tous nos combats sont vains et sans fondement, tous nos engagements minables et sans poids, parce qu'on ne peut pas ne pas s'engager, parce qu'en ne faisant rien, on est quand même engagé, oui, quand même, mais de l'autre côté. Le texte que vient de dire Caroline, en fait, c'est un extrait d'un post qui a été publié par l'autrice, metteuse en scène Carole Thibault, le 16 septembre. C'est un post qui a fait un petit buzz sur Facebook, il y a eu à peu près 430 partages, puis il y a d'autres gens qui ont publié des choses, et petit à petit, sur cet endroit-là où il n'y avait rien, là, porte de Saint-Ouen, il y a des gens qui sont venus pour filer un coup de main. Ils sont venus qui pour amener un truc à bouffer, qui pour payer une chambre d'hôtel au Formule 1. Une espèce de mouvement citoyen qui s'est mis en place comme ça. Si on a choisi de vous lire ce texte en ouverture, c'est parce qu'on a l'impression que dans les perspectives numériques, les réseaux sociaux, c'est un formidable outil d'action politique. La semaine dernière, la mairie de Paris a décidé de faire habiter les gens en dur sur ce campement suite à la mobilisation.
Puis on sait aussi tout ce qui s'est passé. Les révolutions arabes sont nées aussi des réseaux sociaux. Ouais, et bon, moi, par exemple, à mon échelle, moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, dont Facebook, par exemple, pour communiquer avec des amis qui habitent aux quatre coins du monde. J'ai retrouvé une amie que j'avais pas vue depuis la maternelle, par exemple. Les anniversaires. Facebook. Moi, je Oui, suis c'est vrai. nul en date. Oui. Je sais pas vous, hein, mais moi, depuis que j'ai Facebook, je rate pas un anniversaire. Voilà. Et d'ailleurs, on a regardé la liste des gens qui ont réservé pour venir ici ce soir. On vous a googlisé. Et donc, on sait qu'il y en a un parmi vous qui fête son anniversaire ce soir. C'est Marc. Voilà, c'est Marc. Donc, ce que je propose, c'est comme on est tous là, c'est pas souvent, on va tous lui chanter un joyeux anniversaire. Ouais. Si vous voulez bien chanter avec nous, on y Allez. va ? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Marc. Joyeux Anniversaire. Bravo. Joyeux anniversaire, Marc. Aujourd'hui, tu fêtes tes 36 ans. Tu permets qu'on se tutoie, Marc ? Tu ne me connais pas, c'est vrai, mais moi, je te connais très bien. C'est sur toi qu'est tombée la chance d'être mon premier portrait Google. Sache que j'ai plongé dans ta vie sans arrière-pensée. Hein. J'adore rencontrer des inconnus. Je t'ai rencontré, cher Marc, sur Flickr, cette immense banque d'images qui permet de partager ses photos avec ses amis, pour trouver un inconnu dont je ferai le portrait. J'ai tapé « voyage » avec l'idée de tomber directement sur un bon client, comme disent les journalistes, qui suis capable de poster ses photos de voyage. Je t'ai vite trouvé. Il faut dire que tu aimes bien Flickr, où tu as posté plus de 17 000 photos en moins de 2 ans. Alors Marc, belle gueule, les cheveux mi-longs, le visage fin, de grands yeux curieux. Je parle de la photo prise au Starbucks Café de Montréal lors de ton voyage au Canada, avec Elena et José, le 5 août 2008. La soirée avait l'air sympa, comme d'ailleurs tout le week-end que vous avez passé à Vancouver. J'aime particulièrement cette série parce que José a fait les photos et ça me permet de te voir plus souvent. Vous avez loué un scooter, vous êtes allé au bord de la mer, mais vous vous êtes pas baigné, juste traîné sur la plage. En tout, tu as passé 1 mois au Canada. Au début, tu étais seul à l'hôtel Central à Montréal. Série de photos autour de mon hôtel. Tu étais là-bas pour le travail. Le travail ? Tu es assistant au service architecture intérieure dans un gros cabinet d'architectes, LBA, depuis septembre dernier. Facebook, rubrique profil. Tu étais dans un bureau avec Steven, Philippe et Peter, en train de travailler sur des plans d'architecte devant 2 ordinateurs, un fixe et un portable. En agrandissant la photo, on peut même voir que tu avais un portable Packard Bell et que tu utilisais des pages de brouillon comme tapis de souris. J'ai pas dit que c'était passionnant, j'ai dit qu'on pouvait le voir. Revenons à toi. Tu es célibataire et hétérosexuel. Facebook. Au printemps 2008, tu as eu une histoire avec Claudia, qui travaille au Centre culturel franco-autrichien de Bordeaux. Je ne l'ai pas retrouvée tout de suite à cause du caractère U umlaut qu'il faut écrire UE pour Google. En tout cas, je confirme, elle est charmante. Petit sein, cheveux courts, jolies jambes. Tu nous donnes l'adresse de ses parents, boulevard à Bordeaux. Vous avez joué au boule à Arcachon. Et il y avait aussi Lucas, qui est le collègue de Claudia, au centre culturel. Fin mai, il n'y a que 4 photos anodines de ton passage dans le petit appartement de Claudia et une autre quelques jours plus tard, plus révélatrice, prise par Claudia elle-même chez elle. On reconnaît son lit et c'est toi qui es couché dessus. Habillé tout de même, hein. Sur une autre, tu te brosses les dents. Oh, c'est le 31 mai. 2 jours plus tôt, vous étiez chez Lucas pour fêter les sous de la CAF. Une fête assez sage, mais Lucas s'est mis au piano pour chanter des chansons en allemand et tout le monde a bien ri. Vidéo sur Flickr. Le 22 juin, cette fois c'est sûr, vous vous tenez par la main lors d'une petite promenade au Cap Ferré. Note bien que j'ai son numéro au travail. Offre d'emploi pour un poste d'assistant pédagogique au centre culturel. Elle s'occupe du recrutement. Je pourrais l'appeler. Avant Claudia, tu étais avec Jennifer. Physiquement, elle a un peu le même genre que Claudia. À l'été 2006, vous êtes partis dans un camping à Pornic, dans une golfe blanche, la côte atlantique, puis la Bretagne intérieure. Tu avais les cheveux courts à l'époque. Ça t'allait moins bien. On n'a pas parlé musique.
À la fin des années 90, tu as participé à un groupe punk à l'époque où tu habitais Mérignac. Il reste quelques traces de son existence sur ton Flickr, bien sûr, mais aussi dans les archives Google de la presse locale. Tu sais quoi? C'est là que j'ai retrouvé ton numéro de portable. 06 83 30. Je voulais vérifier si tu avais gardé le même numéro depuis 2002. Je t'ai appelé, tu as dit... Allô? J'ai dit Marc. C'est qui? J'ai raccroché. Voilà, j'ai ton portable. J'ai triché une fois pour avoir accès à ton profil Facebook, ce qui m'a bien aidé par la suite. J'ai créé un faux profil et je t'ai proposé de devenir mon ami. Méfiant, tu n'as pas dit oui, mais tu m'as répondu en anglais bizarrement. Hi, who are you? Regards, Mark. Alors je m'apprêtais à inventer un gros mensonge comme quoi j'étais fan de Vancouver, que j'avais beaucoup aimé tes photos de là-bas, mais au moment de te répondre, Facebook m'a prévenu. Si vous envoyez un message à Marc, vous lui donnez la permission de voir votre liste d'amis ainsi que vos informations de base, de travail et d'éducation pour 1 mois. Je me suis dit que la réciproque était vraie et je n'ai donc pas eu besoin de te répondre pour avoir accès aux informations de base. Je pense à l'année 98, il y a 15 ans, quand tout le monde fantasmait déjà sur la puissance d'Internet. Le Marc de l'époque, je n'aurais sans doute rien ou presque rien trouvé sur lui. Là, Marc, j'ai trouvé tout ce que je voulais sur toi. Il me manque une chose, ton adresse. Dans ces temps dématérialisés où mail et téléphone portable tiennent lieu de domiciliation, ça me pose un petit problème. Comment je fais pour t'envoyer ton portrait? Je sais que tu es avenue, mais il me manque le numéro et tu n'es pas dans les pages blanches. Bon, cela dit, je peux m'en passer. Il suffit que je te l'envoie pas ton portrait. Après tout, tu la connais déjà, ta vie. Alors, ne vous en faites pas, hein, tout va très bien se passer. Vous n'avez aucune raison de vous en faire, ça va très bien. Vous êtes en de bonnes mains, en de très bonnes mains. La situation est actuellement sous contrôle. Nous contrôlons la situation. Vous n'avez donc aucune raison de vous en faire, vraiment, aucune crainte à avoir, aucune crainte d'aucune sorte. Hein. Aucune crainte d'aucune sorte à avoir, tout va bien, Voilà, vraiment. ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une innovation quand même formidable avec le numérique, c'est comment ça a développé notre accès à la connaissance en général. C'est-à-dire quand on pense aux Lumières qui avaient leur encyclopédie, la Diderot dans Lambert, tout ça, enfin, je veux dire, ils sont mis à 170, ils ont fait 70 000 articles, bon, c'est pas mal. Nous, avec notre Wikipédia, rien qu'en français, il y a 15 000 contributeurs qui ont contribué cette année, et on a 1 600 000 articles de plus que nos Lumières. Donc, vous voyez, qualitativement, ça fait quantitativement, enfin, de partout, quoi. C'est un gros progrès. Puis pour tout, pour les objets trouvés, c'est super. Même pour les offres d'emploi aussi, Ouais. c'est super. On peut en trouver facile. Administrateur. Administrateur de bureau. Recherche. Administrateur de bureau. Recherche emploi. Administrateur Lyon. Recherche emploi Lyon. Emploi Lyon. Dresseur de lion. Dresseur de lion, Lyon. Comment devenir dresseur de lion? Fesses. Photo de fesses de femme. Photo de fesses de femme gratuite. Photo de fesses gratuite. Putain, pourquoi je suis aussi nul? Pourquoi Sébastien Quincé est-il tellement nul? Sébastien Quincé est un connard. À quoi ça sert? À quoi ça sert, putain? À quoi ça sert si on va tous mourir? On va tous mourir? Est-ce qu'on va tous mourir? Alors, je le répète, tout est actuellement sous contrôle. Hein. Ne vous affolez pas, surtout, ne vous affolez pas. Et surtout, n'affolez pas votre voisin. Si vous devez vous affoler, ce que vous n'avez absolument aucune raison de faire, hein, je vous le rappelle, si jamais vous ne pouvez pas faire autrement que vous affoler, surtout, restez affolé vous-même. N'affolez pas votre voisin hein, et ne répandez pas votre affolement. Évitez l'affolement, c'est vraiment pas la solution. Et en fait, c'est rarement la solution, l'affolement quand même. Il y a une innovation qui a été un peu parlée tout à l'heure, donc on ne va pas trop revenir dessus, c'est qu'avec le développement du numérique, la grosse perspective, c'est le travail routinier
qui est quand même super chiant et qui va complètement disparaître. Et là, par contre, on ne peut pas nier que ce truc-là, c'est impeccable. Il n'y a plus que 2-3 emplois peut-être pour pallier au manquement de ces trucs-là, mais tout ce qui est routine, je veux dire, ça va disparaître. Cut. Plan d'une jeune femme en sueur, cheveux noirs, transparente, pas de signe particulier. Son premier jour de travail comme employé à temps partiel au lounge de l'aéroport de Disons Londres ou Seattle, Rome, Sydney, Madrid, New York. Hambourg, Berlin, Tokyo, Mexico City, Atlanta. Rome. On l'a déjà dit, Rome. Son premier jour dans cette filiale. Peur sur son visage. Peur croissante. Elle est vacataire, employée stand-by, comme on dit. Vers 22 h, elle reçoit son planning par mail et est envoyée à différents endroits du monde au cas où quelqu'un manquerait quelque part. Toujours la même chaîne de supermarchés avec le stand fast-food prêt à manger intégré pour la upper class. Quasiment toujours placé au même endroit des différents aéroports, même design, même marque, mêmes exigences envers le personnel. À 1 h du matin, elle commence son service. La caisse lui est transmise par une collègue. Jusque-là, il ne lui est arrivé que 2 fois dans toute sa carrière qu'elle ait retrouvé la même collègue. La file devient de plus en plus longue, Joy. Mais comment ça fonctionne? Il ne s'est jamais rien passé ici. Ici, tout est toujours si parfait. Elle n'est vraiment là que pour passer ce scanner infrarouge de merde sur l'étiquette et appuyer sur Total. Recevoir l'argent et la mettre dans la caisse. La monnaie tombe automatiquement dans une petite coupelle à côté de la caisse où le client peut la prendre lui-même pendant qu'elle scanne déjà les prochains sandwichs et paquets de sushis. Mais je ne suis vraiment là que pour passer ce scanner infrarouge de merde sur l'étiquette et appuyer sur Total. Recevoir l'argent et le mettre dans la caisse. La monnaie tombe automatiquement dans une petite coupelle à côté de la caisse où le client peut la prendre lui-même pendant que je scanne déjà les prochains sandwichs et paquets de sushis. Avant, j'ai trié par taille des slips Calvin Klein dans un entrepôt à Singapour pendant 3 semaines. Et avant, j'ai travaillé dans un congélateur pour United Airlines quelque part dans la zone aéroportuaire d'Atlanta où j'étais avant standardiste au service consommateur de Coca-Cola. Ce congélateur, il était gros à peu près comme 3 terrains de foot et on y stockait de la viande de bœuf dans des petits paquets alu conditionnés pour les avions. Et quand une commande arrivait par mail, il fallait que je ne sais quel type du bureau à Manchester, parce que ça avait été transféré à Manchester, guide par ordinateur ces sortes de chariots élévateurs à travers ce congélateur terrain de foot pour ramasser les portions demandées, les charger sur les avions. Et nous, enfin, moi et 2 vieilles Mexicaines d'une 50aine d'années qu'on renvoyait à Mexico tous les week-ends parce qu'elles n'avaient pas de permis de travail, nous, on n'était là que pour aller dans le hall frigorifique quand, quelque part à un endroit quelconque, un bras articulé se coinçait, quand un paquet alu tombait et se bloquait, c'était tout. Hein. Le reste du temps, on restait dans la salle de repos, on fumait des cigarettes, on regardait Urgence. Enfin, jusque-là, c'était le boulot vraiment le plus cool que j'ai jamais vu. Merci Joy, mais en fait, personne ne t'a rien demandé, je crois. S'il te plaît, tu parles juste quand la petite lumière rouge de ton moniteur s'allume. Merci. Bon, est-ce qu'on peut rembobiner le tout, là? On y retourne, s'il vous plaît? Ok, tout le monde à son poste. On recommence. Attention. Son premier jour dans cette filiale. Peur sur son visage. Peur croissante. Elle est vacataire, employée stand-by, comme on dit. La file devient de plus en plus longue, Mais Joy. comment ça fonctionne? Le scanner infrarouge bloque. Quelque chose ne fonctionne pas. Impossible de lire les codes barres. Un bruit incroyablement fort et un clignotement désagréable. Pendant que la file devant la caisse s'allonge. S'allonge et s'allonge. 27 hommes d'affaires, des paquets de sushis à la main. Ils sont tous pressés, ils sont tous énervés par cette femme débordée à sa caisse qui est trop débile pour scanner ce truc de code barre débile. Mais elle n'est vraiment là que pour scanner cet infrarouge de merde sur l'étiquette et appuyer à la fin sur Total, recevoir l'argent et le mettre dans la caisse. La monnaie tombe automatiquement dans une petite coupelle à côté de la caisse où le client peut la prendre lui-même pendant qu'elle scanne déjà les sandwichs et les paquets de sushis suivants. Fuck, putain de merde. Les hommes d'affaires deviennent bruyants. Commence à péter les plombs, fuck. Fuck, fuck. Fuck. Mon avion. Fuck. Pas le temps. Plus vite. Putain de merde. Ma correspondance. Je rate ensuite, je n'y arrive plus. Annulé tout de suite. Et le portable qui ne fonctionne pas ici. Est-ce qu'éventuellement cette pétasse pourrait rapidement, très rapidement, éventuellement capter comment ce truc fonctionne? Ils savent de moins en moins ce qu'ils font. Ah bah, on y met toujours des imbéciles qui n'en ont pas la moindre idée.
et qui n'en ont rien à foutre parce qu'ils redémissionnent de toute façon 3 jours après. Qui ne savent jamais comment quoi que ce soit fonctionne. Fuck. Il faut que je continue. J'ai faim là. Sur mon vol, ils ont supprimé le système de repas. Maintenant, il y a ces magasins prêts à manger partout et les employés sont trop cons pour se servir de ce scanner de merde. Fuck! Fuck. Fuck, fuck! Fuck, fuck, fuck. Fuck! Fuck. Fuck, fuck! Fuck, fuck, fuck. Est-ce qu'il ne faut pas entrer un code pour ensuite taper à la main 12 58 3, 12 58 4 ou 59 4. Commencez déjà passage en manuel. Ah, là. Elle compose le numéro d'urgence 17 16 4 28 003. Une bande enregistrée quelque part à l'autre bout du monde. New York, probablement. Ou Helsinki. Ou ailleurs, en tout cas le nord de l'Europe. Maintenant, il y a cette bande-là et personne ne décroche. Je dois parler quelle langue? Finnois peut-être? Elle attend le bip sonore et puis elle laisse un message. Le scanner infrarouge est hors service. The infrared reading machine, the machine to read the ciphers, the numbers, the codes, the code reading machine. Hello, it doesn't work anymore and I am the only one in the shop and I can't leave the building to ask my colleague next door. Allô, je suis toute seule ici et ici il n'y a rien que ces hommes d'affaires, ils vont bientôt me tuer. J'ai besoin d'aide, comment on fait en manuel sans le laser, comment ça Et à marche? ce moment-là, elle pense laser, phaser, lieutenant Uhura de Star Trek complètement seul sur la passerelle de commandement du vaisseau. Call me here in Seattle. The number is mais c'est quoi le numéro? Je suis où en fait? Dans quelle ville? Regard hors du magasin, mais rien dans son champ de vision n'évoque le moindre souvenir. Partout des écrans avec CNN et les cours de la bourse. Et en face, Starbucks, McDonald's, Pizza Hut, un magasin Hugo Boss, Versace, Body Shop, Paul Smith, je suis où? Ah, un numéro à côté de la caisse. You are at cashier desk 908 at location 00708 PQ12. Ah, ok. Hello, listen, call me 908 00708 PQ12 and please hurry up, je suis toute seule ici et je ne sais plus le code pour continuer, personne sauf moi dans cette boutique. 32 hommes d'affaires stressés, paniqués tous avec le même costume en transit. Et elle essaie de réparer ce truc de merde, mais elle n'en a aucune idée. Absolument aucune. Ne sait pas du tout comment ce truc fonctionne du tout. Je ne sais pas du tout comment ce truc fonctionne du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne lit plus rien? La seule femme dans ce supermarché, dans son horrible blouse à carreaux rouges de merde, avec son prénom Joy brodé dessus. Alors, par précaution, nous vous recommandons de n'émettre aucun signe. Ça vaut mieux, c'est plus prudent parce que la situation est sous contrôle actuellement. Alors ne paniquez pas, ne semez pas la panique comme on a dit. Ne criez pas par exemple, évitez de crier. Alors, si jamais vous devez crier, si vous ne pouvez pas faire autrement que de crier, et vraiment je vous assure, il n'y a aucune raison. Si jamais vous voulez crier, n'effrayez pas votre voisin. Si vous n'avez pas d'autre solution, et vraiment je vous garantis qu'il y a une quantité d'autres solutions, évitez de pousser des cris qui pourraient être contagieux, voilà, poussez des cris isolés, chacun, isolés, des cris qui n'enchaînent pas des réactions en chaîne, voilà, ne semez pas la panique, ne semez pas un mouvement de terreur autour de vous, vraiment, il n'y a aucune façon de faire autrement. Hier, je me suis servi pour la première fois d'un récepteur de radio. J'ai trouvé que c'était un moyen agréable d'être sûr de ne pas s'ennuyer. Quelque chose de lointain vient à vous et ceux qui produisent ce que l'on entend parlent à tout le monde à la fois. C'est-à-dire qu'ils sont dans une totale ignorance du nombre et des qualités de leurs auditeurs. Me parvinrent, entre autres, des résultats sportifs de Berlin. Celui qui me les communiquait était à 1000 lieues de se douter que je l'écoutais ou même que j'existais. Ensuite, j'ai entendu réciter des poèmes en dialecte suisse-allemand, et certains m'ont paru extraordinairement amusants. Mes compagnons et moi-même avons entendu jouer du violoncelle en Angleterre. Quelle chose étrange, prodigieuse. Hier, pour la première fois, j'ai écouté la radio. Voilà qui me remplit d'un sentiment d'internationalité.
C'est bon? On peut.